Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Et permettez-moi, puisque c'est la dernière vidéo avant Noël, de vous souhaiter un joyeux Noël. Mais, joyeux Noël, dans quelles conditions? En ce qui concerne les États-Unis, comme je vous l'avais dit, il ne va pas y avoir de grand chamboulement de par l'apparition de l'Omicron ou de la gestion du Delta. Nous avons encore complètement nos libertés ici aux États-Unis, à quelques exceptions près dans certains États. D'ailleurs, l'un d'entre vous m'avait posé la question sur savoir est-ce qu'il y a un pass sanitaire aux États-Unis. Il y en a un, mais il y en a un, je dirais, très local, très marginal, on va dire, comme par exemple dans l'État de New York, je crois qu'ils ont installé un pass vaccinal, ou tout de même un pass sanitaire, mais avec des conditions qui font qu'il n'y a pas toutes les informations sur le pass, et que ce pass est en fait à usage de ceux qui veulent l'utiliser, c'est-à-dire les commerces, les entreprises, etc. Donc il n'y a pas une obligation de restriction proprement dit avec un pass sanitaire sur l'État de New York, mais ailleurs, c'est la liberté des États de mettre ou pas en place un pass sanitaire, qui le met en place, pour qui le prend en compte, qui ne le prend pas en compte, etc. Le problème étant qu'évidemment, nous sommes dans une situation économique où les acteurs économiques ne veulent pas entendre parler de pass sanitaire, ne veulent pas plus entendre parler de restrictions d'accès des vaccinés ou des non-vaccinés. Les vaccinés et les non-vaccinés ont aujourd'hui exactement toutes les mêmes libertés. C'est en réalité aujourd'hui un échec, on va dire, comparativement à ce qui se passe en France, puisque encore le docteur Fauci a dit qu'il fallait absolument que les familles bannissent pour les fêtes de Noël les membres de leur famille qui ne sont pas vaccinés, etc. Mais voilà, il n'y a aucune légifération, non, je ne pense pas que ça existe le mot, mais enfin, personne ne légifère réellement pour interdire l'accès ou la participation à des gens à certains événements. Donc ça, c'est de la responsabilité de chacun. C'est pour ça qu'évidemment, l'inconvénient dramatique, c'est que vu, comme je vous l'avais expliqué, l'état de santé global de la population américaine, je suis désolé de dire ça, mais malheureusement, le Covid va avoir quand même comme fonction de faire une sorte d'élimination naturelle, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que oui, malheureusement, les gens qui sont avec des santé assez précaires, du fait de modes de consommation excessifs, de fait d'un manque de sérieux, de maturité dans leur mode de consommation, eh bien, ils sont les premiers finalement à avoir payé les pots cassés. On a beaucoup de décès aux États-Unis, je crois qu'on atteint presque les 700 000 décès, grand nombre de décès, plus particulièrement chez les Afro-Américains. Mais là encore, c'est pas une question de pathologie particulière chez les Afro-Américains, c'est plutôt parce que les Afro-Américains ont des modes de consommation qui n'améliorent pas, je dirais, leur situation, puisque c'est souvent chez eux d'ailleurs qu'on constate qu'il y a une forte consommation de malbouffe avec des comportements à risque, alors qu'ils ont déjà des pathologies, qu'ils ont déjà des états de santé relativement précaires, voire même dangereux. Donc évidemment, dès qu'ils chopent le Covid et s'ils sont symptomatiques, eh bien, malheureusement, il y a de fortes chances qu'ils aient une chance, ou une malchance, finalement, de finir en réanimation. Donc là-dessus, la pandémie aux États-Unis, je dirais que si on sent bien qu'il y a une volonté politique d'essayer d'imposer des lois, de mettre en place des processus, des procédures pour faire la guerre aux non-vaccinés, finalement, malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le système américain est ainsi, c'est un système fédéral avec 50 États qui ont leur propre autonomie, et que les tentatives de l'administration Biden à vouloir essayer de légiférer sur l'obligation vaccinale, eh bien, s'est trouvé confronté, évidemment, alors, à tort ou à raison, pour des raisons politiques, dans certains États qui ont voté, même jusqu'à voter des lois qui interdisent la mise en place de passes sanitaires. En revanche, pour tout ce qui vient de l'étranger, là évidemment, les règles sont très précises. Il faut que vous ayez au moins un test PCR de moins de 12 heures, moins de 24 heures, je crois, ou une attestation de schéma vaccinal complet. Schéma vaccinal complet à 2 doses, pas à 3. Encore, vous voyez, ils restent relativement souples.
Donc là-dessus, et pour revenir en France sur cette fameuse loi qu'ils vont présenter au mois de janvier, alors apparemment ils vont faire une présentation au Conseil des ministres aujourd'hui, je crois, ou le 27 décembre, donc la semaine prochaine, oui, c'est plutôt la semaine prochaine. Ce qui est assez amusant, c'est quand même ce petit côté assez faucheton, puisqu'il y a une rumeur une information qui avait filtré en disant que le gouvernement avait pour intention de mettre l'obligation vaccinale pour les entreprises, c'est-à-dire que les employés des entreprises devraient obligatoirement avoir un pass vaccinal à jour. Sauf que le gouvernement a très rapidement, en quelques heures, rétropédalé en disant non, ça on ne le met pas dans la loi, mais en revanche, nous invitons évidemment les parlementaires à rajouter un amendement au texte de loi sur ce fait, s'ils le souhaitent. Donc ça veut dire qu'on a un gouvernement qui n'a même pas les couilles de mettre ce texte dans la loi, mais qui va en fait se servir de sa majorité au Parlement pour l'intégrer en amendement sur le projet de loi. Vous voyez, c'est vraiment des salopes, hein. C'est vraiment des pourris, mais qu'est-ce que vous voulez attendre d'un gouvernement pareil? Donc là, en ce moment, on laisse planer quelque chose d'assez nauséabond pour le mois de janvier. On a appris récemment qu'un gros film du mois de janvier qui devait sortir, qui était, je crois, Rumba la vie avec Franck Dubosc, le distributeur a décidé de repousser la sortie du film. Pourquoi? Alors peut-être est-ce que le film est mauvais, donc ils veulent essayer de le sortir sans qu'il y ait une grosse concurrence, etc. C'est fort possible. Mais apparemment, l'Omicron, là encore, j'ai envie de dire, vous avez aujourd'hui même Blachier qui nous a rendu compte que l'OMS vient de déclarer que l'Omicron n'est pas aussi dangereux que le Delta, que l'Omicron va en effet contaminer, être contaminant, mais n'a pas une dangerosité plus accrue que ne l'est le Delta. Eh ben non, le gouvernement continue à faire peur en vous présentant les chiffres des contaminations. Ah, attention, il y a encore plus de contaminations que la veille, etc. Oh, catastrophe et tout, vite, schéma vaccinal, vite, faut que vous ayez faire vos 3e doses, etc. Mais ils sont tarés. Ils sont devenus fous. Et j'ai envie de dire, cette prestance à vouloir mettre en place le passeport vaccinal, je m'interroge, est-ce qu'ils sont conscients qu'en faisant ça, ils donnent des points Zemmour, et Marine Le Pen aussi, puisque Marine Le Pen a décidé enfin de se mettre aussi à la page en disant qu'elle abrogerait quelques passes mises en place, ou alors est-ce qu'ils le font consciemment justement pour pousser les gens à aller vers Zemmour? Est-ce que ça rajouterait pas un doute sur le fait que Zemmour, finalement, est le fameux pion dont je vous ai déjà parlé dans les précédentes vidéos? Parce que, très sincèrement, quand on est à ce niveau de l'État, et quand on voit les décisions qu'ils prennent, les orientations qu'ils prennent, j'ai du mal à croire que même dans le cas d'une déliquescence de l'État, de mettre des incompétents et des abrutis, on en soit arrivé à ce point-là. Ou alors, ce sont des gens qui sont parfaitement au courant et qui sont en train tout simplement d'appliquer une stratégie. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui sonne faux dans tout ça. Donc on va voir un petit peu comment ça va se goupiller, cette loi, hein, je vous rappelle, hein, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, il va falloir faire très attention à savoir ce qu'il y a dans cette loi, à savoir que l'Union européenne a quand même rappelé que le pass vaccinal sera valable 3 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'au bout de 3 mois, il faudra faire un rappel. Un rappel de quoi? Je me le demande. Très rapidement, je vais passer sur cette affaire, cette rumeur, cette blague, ce buzz de Jean-Michel Trogneux. Alors, si vous ne savez pas qui est Jean-Michel Trogneux,
Que puis-je vous dire? Comment je vais vous présenter la chose? Cela fait depuis plus de 15 jours maintenant que sur les réseaux sociaux circule une information comme quoi Brigitte Macron ne serait pas Brigitte Macron. Qu'en réalité, Brigitte Macron serait une trans. En l'occurrence, Jean-Michel Trogneux. Et tout ça nous vient apparemment d'une journaliste qui a enquêté, ou une journaliste, je ne sais pas si c'est vraiment une journaliste, etc., et qui a balancé cette information, et l'information a fait son chemin, évidemment, sur différents sites. Il y a eu des lives qui ont été effectués sur certaines chaînes, où des gens ont essayé un petit peu d'y voir un peu plus clair sur cette affaire, si tant est qu'il y a une affaire. Mais en effet, sur cette affaire de supposé transgenre de statut de Brigitte Macron, alors évidemment, certains diraient, mais finalement, ça rejoint un petit peu les doutes qu'on ait sur le fait que Macron serait gay, ce qui expliquerait ses préférences en matière de communication qu'il a eues. On se souvient de la fête de la musique, on se souvient de la visite qu'il a eue de certaines personnalités. Donc finalement, peut-être que ça collerait bien. Mais attention, voilà, c'est encore une fois de plus. Il n'y a rien qui corrobore, il n'y a rien qui affirme, il n'y en a rien qui ne confirme que cette affaire doit être prise au sérieux. En revanche, ce qui est assez étrange, c'est que lorsque ça a commencé à buzzer sur Internet, que les représentants ou les personnes qui s'occupent de défendre les intérêts de Brigitte Macron n'aient pas agi. On n'a pas eu de réponse en disant oui, c'est idiot, c'est stupide, attention, si vous continuez, etc. Rien. Il a fallu presque 15 jours pour que finalement on entende que Brigitte Macron a décidé de porter plainte pour diffamation. Face à cela, cette journaliste a été interpellée, elle a été interrogée, elle a été relâchée, sauf qu'apparemment elle a lâché un tweet récemment avec une sorte pas d'indice, mais de, comment on appelle ça, pour les jeux de pistes, les jeux de cartes au trésor, où vous avez une sorte de phrase avec, où il faut essayer de trouver des éléments, etc. Et qui serait apparemment en lien avec un certain Doucet, c'est-à-dire ce monsieur. Alors, je vais arrêter là, je ne vais pas aller plus loin sur cette affaire. Je vais essayer de suivre un petit peu ce qui se dit, je vais essayer de suivre un petit peu ce qui va se passer avec cette menace, finalement, que cette journaliste a émise. Mais force est de constater que quand même, c'est un gros buzz autour de quelque chose qui paraît... Alors, attention, c'est possible. On n'a pas forcément de preuves. Parce qu'il y en a qui nous disent évidemment, ben oui, mais attendez, que si c'était une trans, comment ça se fait qu'elle a eu 2 gosses? Ben oui, mais là le problème, c'est qu'apparemment, même la journaliste a l'air de dire que les 2 gosses, il y a un flou quelque part, il y a des trucs qui manquent. Si vous voulez, il manque des pièces au puzzle. Donc on va voir ce que ça donne, cette histoire, mais à la rigueur, j'ai envie de dire, même si Brigitte Macron est un trans, qu'est-ce que ça peut foutre? Par contre, là où ça peut soulever la question, c'est savoir est-ce que finalement pendant 5 ans, est-ce qu'Emmanuel Macron était bel et bien conscient, libre, indépendant d'esprit, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que si on détermine la personnalité de Brigitte Macron, est-ce que finalement Emmanuel Macron n'était pas sous influence? Ce qui là s'ouvrait quand même un sérieux problème, étant donné qu'il a été quand même président pendant 5 ans. Affaire à suivre. Et enfin, pour continuer cette vidéo, je vais vous donner quelques petites informations comme ça que j'ai chopées au passage. L'annulation de la présidentielle, pour quel motif l'exécutif pourrait-il le faire si tant est que ce ne soit pas qu'une rumeur? En effet,
là plane l'idée peut-être de l'annulation de la présidentielle, mais c'est une rumeur. Mais, ce qui semble très intéressant, c'est de savoir que faire planer une rumeur d'une annulation de la présidentielle, faire planer donc l'annulation, c'est-à-dire qu'on envisage une situation sanitaire qui pourrait justifier de l'annuler. En revanche, si vous voulez qu'on n'annule pas, si vous voulez qu'on ne fasse pas une annulation de la présidentielle, eh bien dans ce cas-là, donnez-nous les outils pour nous adapter à la situation. Et là, que croyez-vous qui va arriver, si ce n'est le vote électronique? Affaire à suivre. On a également des politiques cri haro sur Sciences Po Grenoble. Vous savez, Sciences Po Grenoble, apparemment, il y a quelques gros soucis qui ont été révélés suite à des prosélytismes idéologiques, plus particulièrement des prosélytismes progressistes, pour ne pas dire le mot WAC. Donc des politiques cri haro sur Sciences Po Grenoble, le Revenquier suspend son financement à l'Institut, tandis que le député François Jolivet demande une mise sous tutelle. L'affaire de l'IEP de Grenoble est en toile de fond celle de l'islamo-gauchisme à l'université. Connaît un nouveau rebondissement. Elle pourrait bien se terminer devant les tribunaux. Lundi, elle a franchi une frontière du monde politique. Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé suspendre tout financement et toute coopération avec l'établissement, environ 100 000 € par an, qui est, selon lui, depuis trop longtemps dans une dérive idéologique et communautariste inacceptable. L'établissement est depuis trop longtemps dans une dérive idéologique et communautariste inacceptable, donc c'est ce que Laurent Wauquiez a dit. Comme l'a révélé le Figaro, Sabine Sorriger, la directrice de l'Institut a décidé par un arrêté du 14 décembre de suspendre Klaus Kinzler, ce professeur d'allemand dont le nom assorti d'accusations de fascisme et d'islamophobie avait été placardé sur les murs de l'IEP le 4 mars. À l'époque, l'enseignant échangeait depuis plusieurs mois déjà des mails avec certains de ses collègues, dont une historienne de la notion d'islamophobie, un mot qu'il refusait de voir. Donc voilà, on commence déjà à voir les mêmes problèmes qu'il y a eu aux États-Unis dans certaines universités, c'est-à-dire on soulève le problème de l'émergence de conflits idéologiques, c'est-à-dire que lorsque des professeurs commencent à parler de certaines thématiques, de certains sujets, mais de façon objective, de façon globale, de façon sur une vue d'ensemble de situations, que ce soit politique, sociale, géopolitique, etc., eh bien, on est confronté à des jeunes ou des gens un petit peu lavés du cerveau qui en font tout un pataquès et qui en font toute une polémique pour en faire une traduction sur de l'islamophobie, du racisme, de la xénophobie, de l'homophobie, etc. Donc voilà, donc là ça commence en France, et ça commence un petit peu à foutre un petit peu le bordel d'ailleurs. Oui, on a une vidéo aussi qui circule, alors je ne peux pas vous mettre la vidéo là, puisque YouTube en ce moment commence à tacler énormément tout ce qu'on peut éventuellement mettre sans avoir les droits. Dans une vidéo, elle avait dit « L'islam est une religion française », dit Valérie Pécresse. En quoi est-elle française? Depuis quand? Qu'a-t-elle de français? Depuis Geneviève, Clotilde, Clovis? Plus de 15 siècles, De Gaulle l'a rappelé 100 fois, la France est la fille de l'Église catholique, mais Pécresse nous fait son révisionnisme clientéliste. Donc oui, en effet, en ce moment sur les réseaux sociaux, eh bien, on fait circuler le fait que Pécresse a beaucoup caressé dans le sens du poil la communauté musulmane, et plus particulièrement s'est affiché avec des gens dont les positions ne sont absolument pas démocratiques. Il y a aussi cette petite histoire aussi qui est très intéressante, et je vais vous la faire partager. Un jour, tu te pointes au cinéma avec ton beau pass, mais le lecteur ne l'accepte pas. Tu réessayes, rien. Tu ne verras pas ton film. Tu t'énerves. Le lendemain matin, tu vas voir le médecin qui t'a fait le pass, mais lui ne comprend pas ce qui ne va pas
avec ton pass. Alors tu te rends à la Sécu. Et ils voient qu'il y a un blocage de ton pass et ils te disent de t'adresser à la mairie. Et voilà ce qui s'est passé. Monsieur, vous n'avez pas déposé votre déclaration d'impôt. Quel rapport avec le pass? Avec la dernière réforme, le blocage fiscal a été inséré dans le pass. Alors tu appelles ton comptable, tu l'engueules, tu lui dis que ton pass est bloqué. Le pauvre, en 24 heures, te fait la déclaration. Donc tu retournes à la mairie, mais le pass ne se débloque toujours pas. L'employé consulte ton dossier sur son ordinateur et te dit « Monsieur, je vois que vous n'avez pas encore payé votre amende de stationnement. » Alors, tu dis « Non mais, ça va !» Tu commences à comprendre pourquoi le gouvernement insistait pour qu'on s'habitue à vivre avec un pass. Et toi, qui pensais que tout cela était passager et qu'il faisait ça pour ton bien, parce qu'il tenait à ta santé. Tu pensais que ceux qui criaient que le crédit social à la chinoise en France, c'était de la science-fiction. Grâce à ta docilité, ils nous ont tous privés de liberté. Peut-être qu'à ce moment-là, tu réaliseras que ces manifestants qui criaient « nos passes » n'étaient pas que des non-vaccinés, des antivax, aussi cons et égoïstes que tu le pensais. Je trouve que c'est quelque chose qui est en effet à méditer. Donc, annuler, oui, annuler apparemment. Trop de pression, trop de situations bouillonnantes, risque de débordement insurrectionnel. La réunion du Forum économique de Davos est annulée. Trop peur, peut-être, de se faire lyncher. Sous couvert de coronavirus, ce qui n'est pourtant plus une nouveauté, le Forum mondial économique de Davos, le fondateur du nouveau monde totalitaire qui peine à s'installer, est annulé cet hiver. Le moment n'est plus à la discussion, ça bloque, on dirait bien. Il est vrai qu'il a déjà rempli sa mission, le temps n'est plus à la discussion, mais à l'exécution ou au combat. L'information vient de tomber, Omicron a eu raison du Forum mondial économique de Davos et sa première victime de choix. En tout cas, l'information est ainsi présentée par la presse à l'unanimité. Voici un exemple, ce que dit Le Monde. Le Monde nous dit le Forum économique mondial de Davos, qui devait se réunir du 17 au 21 janvier 2022 à Davos en Suisse, est reporté à cause de la propagation du variant Omicron, ont annoncé les organisateurs d'un communiqué publié le 20 décembre. Cette réunion se tiendra finalement au début de l'été 2022. L'année dernière, le Forum de Davos avait été virtuel. Cette année, il est reporté en temps meilleur vers le début de l'été. Et d'ici là, on verra. L'évolution est significative, tout cela évidemment pour raison de santé de ses membres et des organisateurs. Que ne ferait-on pas aujourd'hui au nom de la santé et la sécurité de tous ceux qui sont impliqués dans les rencontres en personne, les participants, les collaborateurs et la communauté haute ont toujours été la priorité du forum à assurer le communiqué. Je ne savais pas que ce virus était contagieux, même par Zoom. Et là, on apprend que le leader politique et économique, les leaders de société civile seront convoqués à des séances de discussion virtuelles. Autrement dit, les organisateurs de Davos n'ont pas peur du virus, mais de la discussion. À la place d'une grande rencontre, ils préfèrent découper des petits panels et les discours est parfaitement maîtrisé et ne pas prendre le risque de se retrouver dans une situation embarrassante. Donc voilà, donc on a aussi Klaus Schwab qui reste optimiste, le report de la réunion annuelle n'empêchera pas les progrès. Comme ça, vous êtes prévenus. Sur ce point de rétropédalage, ce que je viens de vous donner, c'est le projet d'obligation du pass dans les entreprises reléguées au bon vouloir des parlementaires de l'intégrer au dispositif qui sera présenté au mois de janvier par le gouvernement. Vous avez aussi, alors, je vous mettrai un lien sur des documents qui ont été qui ont été disponibles sur le produit d'investissement, enfin tout du moins sur les contrats en fait Pfizer. Alors je vous invite à bien regarder ces documents parce que vous allez vous rendre compte que ouais, bah, c'est du business.
C'est pas de la santé là, c'est vraiment du business. Donc ils nous ont caché les contrats signés avec Pfizer, les voici. Il y a de bonnes raisons pour Ils nous ont caché les contrats signés avec Pfizer, les voici. Il y a une bonne raison pour laquelle Pfizer s'est battu pour cacher les détails de ces contrats. Donc je vous mettrai le lien en commentaire, parce que je ne vais pas faire la vidéo là-dessus, parce que c'est quand même relativement long. Oui, alors, c'était hier, je crois, le dernier jour du procès Ghislaine Maxwell à New York. Et bien finalement, tous ceux qui s'attendaient à ce qu'il y ait des révélations, à ce qu'il y ait une explosion, non, il n'y aura rien. Ghislaine Maxwell n'a rien dit. Je dirais même la justice a été briefée de rester dans le cadre des plaintes contre Jeffrey Epstein, dans lequel Ghislaine Maxwell a été évidemment impliqué, mais absolument motus et bouche cousue sur le réseau. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation, aucun lien, aucune allusion qui est faite au réseau qui implique aujourd'hui un grand nombre de personnalités. Donc voilà, désolé pour ceux qui attendaient à ce qu'il y ait des grandes révélations pour impliquer des politiciens, des hommes d'affaires, des célébrités, etc. Il n'y aura rien de tout cela. Alors aussi, une petite information qui est assez intéressante, c'est que vu le contexte idéologique qui s'installe aujourd'hui du fait de cette campagne présidentielle, eh bien on a vu récemment une sorte de rappel des troupes, c'est-à-dire des manifestations antiracistes partout en France pour la régulation des sans-papiers. À Dunkerque, Paris, Bordeaux et à Montpellier, des manifestants se sont inquiétés de la montée des idées d'extrême droite. Vous voyez, on y vient, on remobilise les choses. Dans la capitale, les autorités ont dénombré 2300 manifestants, selon les sources policières. J'ai envie de dire, les bien-pensants sont en train de rameuter la jeunesse pour en faire de la chair à canon idéologique. Parce que c'est ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire tous les pseudos de gauche, bien-pensants, antifascistes, antiracistes, etc. Vous allez voir, ils vont organiser une structure de telle manière à ce que ce ne sera pas des gens comme vous et moi qui seront incités à aller manifester, mais ce sera la jeunesse. La jeunesse, évidemment, c'est celle qui est la chair fraîche. C'est pour ça que j'utilise le terme chair fraîche idéologique, parce que ils sont facilement lavés du cerveau par plein de sensibleries humanistes, droits de l'homiste, etc. Donc ça va être très facile de les pousser à aller dans la rue. Alors, pareil, si jamais le scénario Zemmour à l'Élysée se produit, attendez-vous à ce que, pareil, ce soit les mêmes idiots utiles qu'on va envoyer dans la rue pour aller faire une pseudo-révolution. Donc encore une fois de plus, vous voyez, c'est bien ces idéologues de salon qui sur les plateaux télé jouent les cadors pour vous faire culpabiliser de penser ou même de vous poser les bonnes questions, mais quand il s'agit d'aller manifester, c'est eux qui envoient en fait les jeunes dans la rue. En général, ils vont dans des manifs cadrés, avec des services de sécurité, dans des cordons de sécurité. Ils sont à l'abri, eux. C'est pas eux qui vont en première ligne face au CRS ou face à la destruction, à cette volonté de galvaniser la jeunesse à aller tout casser contre la société, l'anarchie, etc. Quoi d'autre? Oui, en même temps que l'annonce du pass vaccinal, un petit rapport au passage, l'obligation du pass dans les entreprises, donc je vous en avais parlé. Donc ça, c'était le journal du net qui avait fait fuiter l'information. Nous avons la Russie qui a lancé un ultimatum aux États-Unis et à l'OTAN. Le phénomène est sans précédent. Je ne me souviens pas de cas où de telles négociations ont été transférées à nos côtés sur le plan public avec la promulgation d'une liste d'exigences officielles. C'était une conséquence du fait que les dernières négociations entre Poutine et Biden ont abouti à une impasse. Les États-Unis refusent de donner des garanties dans notre zone d'intérêt, mais menacent d'appliquer des sanctions si la Russie défend ses intérêts. La liste des prochaines sanctions financières et économiques nous ont également été présentées. La Russie est obligée d'entamer une conversation différente. Désormais, les lignes très rouges que les États-Unis et
et leurs satellites, donc en l'occurrence les Européens, ne devraient pas franchir sont marquées publiquement. De plus, les lignes rouges sont tracées de telle manière qu'il est clair qu'elles ont déjà été franchies. Soit ils battent en retraite volontairement, soit nous devons les forcer à battre en retraite par la force. Il ne s'agit pas seulement du fait de l'Ukraine et de la Géorgie qui ne devraient pas rejoindre l'OTAN. Le fait est que les États-Unis et l'OTAN doivent fermer toutes leurs installations dans l'espace post-soviétique, y compris les États baltes, doivent arrêter la coopération militaire avec les pays de l'espace post-soviétique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de ne pas avoir d'adhésion formelle à l'OTAN pour l'Ukraine et la Géorgie, mais de mettre fin à toute coopération militaire, même en termes de traités bilatéraux. Il a été annoncé de toute l'infrastructure des partenaires occidentaux devrait être ramenée à l'état de 1997. De plus, il est indiqué que faire traîner et conclure les négociations est impossible. Les délais sont serrés, littéralement 1 mois. Deuxièmement, les exigences répertoriées ne sont pas un menu à partir duquel vous pouvez sélectionner des éléments individuels, mais un document complet. Troisièmement, oui, ces exigences peuvent sembler absolument inacceptables pour les États-Unis, mais ce que les États-Unis et leurs alliés ont déjà fait et continuent à faire dans l'espace post-soviétique est inacceptable pour nous. Quatrièmement, s'il n'y a pas de réponse adéquate, la situation se transformera en un régime de confrontation et une réponse militaire. Déclaration du sous-ministre Sergei Graikbov le 13 décembre dernier. Permettez-moi de souligner que les déclarations concernant une réponse militaire ne sont pas faites par l'état-major, mais par le ministère des Affaires étrangères. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Comme l'écrit un de mes collègues, il y a un combat au sommet des États-Unis. Une partie du cerveau de Biden est en guerre avec l'autre, et la troisième, dans certaines affigas, essaie de comprendre ce qui se passe. En même temps, il y a un moment où, si Poutine plaisantait, et s'il ne s'agissait que d'une manœuvre et non d'un demi-tour au-dessus de l'Atlantique. De plus, la déclaration est faite de telle manière que les États-Unis ne peuvent pas l'accepter ou seront contraints de prendre nos mesures militaires pour mettre en œuvre ces exigences dans les faits. Les enjeux sont également importants au niveau national. Un tel niveau d'exigence a été déclaré que si le Kremlin refusait soudainement de les mettre en œuvre, cela causerait d'énormes dommages à la légitimité du pouvoir en Russie. Ce sont des lignes rouges pour les libéraux systémiques du pouvoir et ainsi de suite. La patience de la Russie est épuisée. Les États-Unis ne peuvent pas répondre volontairement à nos exigences, d'autant plus dans le contexte d'un consensus anti-russe bipartite, alors que seul le commentateur politique de Fox News, Tucker Carlson, est favorable à une véritable coopération. Il n'est pas le président des États-Unis d'Amérique. La Russie met donc les États-Unis et les satellites dans le même zugzwang, soit ils cèdent immédiatement politiquement, soit nous poussons la solution à la force. Dans le même temps, même dans la première version, la Russie ne s'engage pas à préserver l'Ukraine. Le dénouement est proche, nous attendons. D'après les dernières déclarations, le ministère russe des Affaires étrangères, Moscou part à l'hypothèse que l'OTAN ne pourra pas écarter les garanties de sécurité proposées en Europe, mais si les propositions sont rejetées, la Russie passera également à un régime de contre-menace. Voilà, ça c'était une analyse faite par un commentaire russe sur la situation des discussions internationales avec la Russie. Donc voilà, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, même si on n'est pas encore arrivé à un stade où éventuellement il y en a un des deux qui peut pousser sur le bouton rouge, on est quand même dans une situation où quelques escaramouches en frontière russe-ukrainienne ne sont pas à négliger ou à écarter dans les mois à venir. Oui, petit passage à Célineau, François Célineau, qu'on ne voit pas, hein, on voit Pécresse, on voit Zemmour, on voit Hidalgo, François Célineau, on voit même Philippot, bien Célineau on ne le voit pas. Alors on l'a vu quand même, on l'a vu chez France Info. Je vous mettrai le lien en bas pour que vous puissiez constater par vous-même comment cette interview s'est déroulée. Pas de surprise. François Célineau, de toute façon, va être écarté. S'il a ses 500 signatures et si il est
candidat officiel avec ses 500 signatures, est-ce qu'ils vont l'inviter dans des débats? Ou est-ce qu'ils ne vont pas l'inviter à 1h du matin à débattre avec le représentant ou le porte-parole du parti? C'est-à-dire même pas de conflit, même pas de débat politique entre candidats. Oui, alors, et je vais terminer là-dessus, ce qui est très intéressant, parce que vous avez une ONG qui a tiré une sonnette d'alarme. Un rapport met en garde contre une présidence française de l'Union européenne sous l'influence des lobbies. C'est l'ONG Corporate European Observatory et l'Observatoire des multinationales qui ont publié un rapport sans concession sur les liens entre le gouvernement français et les grandes entreprises. Et cet article, que je vous mettrai en lien, c'est un article du Monde. Alors, quand le Monde fait un article comme ça, il y a anguille sous roche. C'est-à-dire que là, j'ai envie de dire que ça, c'est à mettre au crédit du fait que, peut-être, là, on est en train de voir ou d'assister à une mise en place d'artillerie contre Macron pour le dissuader de se représenter. Parce qu'entre l'affaire de Brigitte, ici, cette ONG, l'affaire Benalla, où il peut y avoir encore des révélations, j'ai l'impression que, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on revoit un petit peu ce qui s'est passé en 2017 avec Fillon et Juppé. Donc ça voudrait dire que on est en train d'essayer de faire en sorte à faire comprendre à Macron qu'il ne doit pas se représenter. Donc ça voudrait dire, plan B, Pécresse serait donc la Macron 2.0, plan C, Zemmour. Je suis désolé pour Marine Le Pen, parce que de toute façon, j'ai bien l'impression que Marine Le Pen, pour l'instant, je ne la vois pas au second tour. Alors d'ici là, ça peut changer, hein. Il peut y avoir des soubresauts. Je rappelle que Zemmour, pour l'instant, il recherche toujours ses 500 signatures. Pour l'instant, je crois qu'il en a 250 à peu près. Donc s'il n'a pas ses 500 signatures... Et enfin, pour terminer, petit article du Figaro, pourquoi les ovnis sont de nouveau pris au sérieux. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur les ovnis pour vous donner un petit peu les éléments essentiels et fondamentaux sur ce sujet, qui est un sujet vaste, qui est un sujet compliqué, qui est un sujet complexe. Pourquoi les ovnis sont de nouveau pris au sérieux? C'est une révolution. Le Sénat américain a adopté cette semaine le projet de création d'une agence pour enquêter sur les ovnis. Alors, c'est pas une révolution, il y a déjà eu des services qui avaient été créés par le passé. On se souvient, hein, pour ceux qui connaissent leur classique, le fameux Blue Book. Depuis plusieurs mois, agences de renseignement et médias admettent massivement que le phénomène aérien non identifié sont une réalité. En France, militaires, ingénieurs et scientifiques appellent à des campagnes d'études. Alors je rappelle qu'en France, il y a eu ce qu'on appelait le GEPAN, qui ensuite a changé de nom, etc. Et qui a été un service, on va pas dire marginalisé, mais qui devait quand même essayer d'étudier certains phénomènes pour que les autorités puissent savoir de quoi on parle, sur quoi on doit baser une réflexion sur ces phénomènes ovnis. Je vous rappelle, alors si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas, dites-le en commentaire, mais scientifiquement parlant, il faut savoir que on estime que sur l'ensemble de tous les phénomènes qui sont relayés, il y en a 5% qui, en effet, suscitent questions et pour lesquels les scientifiques, les meilleurs experts dans le domaine, n'apportent pas d'explication. C'est-à-dire qu'il y a des probabilités, mais ils n'ont absolument aucune certitude sur le fait que ces phénomènes puissent trouver cette explication, puisque ça pourrait être tout à fait autre chose. Alors c'est un sujet très très vaste, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui a été souvent un outil de propagande, un outil de manipulation, surtout entre les Américains et les Russes. Il y a aussi tous ces phénomènes qui font que les gens n'ont pas forcément le recul,
la connaissance, la réflexion, lorsqu'ils assistent parfois à des phénomènes qui ne s'expliquent pas. Et le fait qu'ils n'expliquent pas ces phénomènes, eh bien ils ont conclu parfois, et même en les filmant, qu'il s'agit d'une manifestation d'OVNI. Ce qui est encore plus amusant, c'est qu'en ce moment, on a une recrudescence de vidéos qui circulent sur Internet. Et ce qui est assez amusant, c'est que ça correspond de plus en plus à l'émergence et à l'utilisation des drones. Vous savez, vous avez peut-être vu ces images en Chine de ces drones qui font des figures dans les airs. C'est-à-dire vous avez quelques centaines ou quelques milliers de drones, je crois, qui sont tous synchronisés de telle manière à pouvoir former des formes, etc. Et malheureusement, il y a parfois des gens qui s'entraînent, qui font des simulations, etc. dans le ciel. Et des fois, il y a des gens qui voient ça, et alors il y en a qui ont un petit peu d'esprit, qui se disent, mais ça, apparemment, c'est des drones, il y a peut-être des gens qui sont en train de... Comme il y en a d'autres, suivant l'angle de vue, suivant la distance, suivant l'atmosphère, qui des fois peut troubler un petit peu le champ visuel, eh bien, ils ont l'impression qu'en réalité, ils sont en face d'un phénomène OVNI, alors que non. Je passerai aussi sur tous les phénomènes naturels qui font que parfois, ça nous trahit dans notre façon de percevoir certaines choses. Enfin voilà, ça est un sujet très très vaste. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas, faites-le en commentaire. Là-dessus, je replongerai dans mes archives personnelles. Et puis, d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette fête de Noël. Alors, attention, fête de Noël ou joyeuses vacances, parce que en ce moment, de plus en plus, on commence à voir en France ce à quoi nous sommes confrontés ici aux États-Unis, où on n'utilise plus Merry Christmas, mais Happy Holiday, pour ne pas heurter les sensibilités des autres religions, puisque je crois, je ne sais plus quelle ville, etc., qui a décidé de mettre dans la rue joyeuses vacances ou joyeuses fêtes. Aussi, ouais, joyeuse fête encore, ça peut passer, mais apparemment on bannit le Noël. Donc vous voyez, ça commence aussi un petit peu à arriver en France, cette politique. Et puis, oui, avant de terminer, je vais vous faire une petite anecdote personnelle. Je ne sais plus qui m'avait dit que en France, on commençait à avoir de plus en plus l'exposition, la mise en avant de la diversité. Eh bien, je peux vous dire, ne venez pas aux États-Unis, parce que les publicités aux États-Unis, c'est bien simple. Il y a à peu près 90% des publicités, ce n'est que ça. Ce n'est que de la diversité. Alors, c'est culturel maintenant. Aujourd'hui, c'est très implanté dans les mœurs aux États-Unis. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, quand j'ai commencé à regarder un petit peu la télévision, quand je voyais les publicités, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais putain, il y a vachement plus de représentation de la diversité dans les publicités américaines que dans les publicités françaises. Donc, qu'aujourd'hui en France, on mette plus en avant des personnes afro, des personnes asiatiques, des personnes indiennes, personnes aussi du Maghreb, c'est-à-dire arabes entre guillemets. Alors, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Le problème, c'est qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui se pratique depuis maintenant une vingtaine d'années, ça date pas d'hier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un problème de ciblage. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez 72-76% de la population qui est blanche. Et quand je dis blanche, c'est à la fois blanc et hispanique. Donc on met un petit peu tout dans le même sac, même si je crois que 72%, je crois que c'est blanc, caucasien, pour dire clairement la chose, et je crois que les hispaniques, c'est 18%, quelque chose comme ça. Et sachant que les Afro-Américains, je crois que ça représente 8% de la population, ou peut-être un peu plus, 12 ou 13. Non, je crois que j'avais fait une vidéo, en effet, où j'avais constaté que le pourcentage de la population hispanique avait dépassé la population afro-américaine. Enfin bref, tout ça pour dire que la publicité, c'est un moyen de pouvoir cibler. C'est-à-dire que lorsqu'on voit des personnages, des figurants, etc., il faut que
la personne, le spectateur qui voit la publicité, puisse s'identifier au personnage. Or, ils se sont rendus compte que malheureusement, à force de mettre trop de diversité dans la publicité, eh ben, le ciblage fonctionnait beaucoup moins bien. C'est-à-dire que si dans les milieux urbains plutôt progressistes, c'est acquis, ça pose pas trop de problèmes, en revanche, pour le reste des États-Unis, c'est-à-dire les petites villes, les petits villages, les petits comtés, le côté rural, etc., eh bien, ils se sont rendus compte que l'impact publicitaire fonctionnait de moins en moins bien. Tout simplement parce que dans ces milieux-là, c'est majoritairement blanc et que finalement, quand des blancs voient des publicités avec des noirs ou des indiens ou des asiatiques, quoique les indiens sont un petit peu moins présents dans la publicité, mais c'est surtout beaucoup évidemment les afro-américains et les asiatiques, et bien finalement il y avait un impact négatif, c'est-à-dire que les blancs se sentaient beaucoup moins concernés, se sentaient beaucoup moins touchés par la publicité. Donc le message était beaucoup moins perçu que par rapport aux personnes issues des communautés, des minorités. Donc c'est bien gentil de vouloir faire de la diversité, c'est très honorable, sauf que le problème c'est que stratégiquement en matière de communication, il y a un revers de la médaille, c'est que le but de la publicité c'est d'essayer de toucher le maximum de gens, or là, à cause de la diversité, le champ, l'éventail de ciblage de potentiels consommateurs, c'est réduit. Quel dommage. Voilà pour cette petite anecdote. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour Noël, et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.